Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier Eden Télévision pour y suivre Dimanche Politique. Vous faites bien de nous renouveler votre contrat de confiance, nous, sur cette tribune qui, chaque dimanche, vous propose une lecture impartiale et bien pertinente des faits sociaux politiques déroulés au Bénin. Dimanche Politique, en cette veille du démarrage de l'examen du certificat d'études du premier cycle CEP, se propose de recevoir un cadre, symbole et l'expression de la compétence et du dynamisme de la jeunesse militante au Bénin. Il est gestionnaire de projet, il est le président du mouvement associatif Lien National. Herman Smith Awandinou, bonjour et bienvenue dans Dimanche Politique. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci de votre disponibilité. C'est moi, c'est toujours un plaisir. Alors, nous séquençons cette tribune en une série de petites rubriques. La première consiste à vous connaître davantage. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de parler un peu de l'actualité politique et de parler un peu des enjeux actuels et surtout des enjeux à venir. C'est toujours pas aisé de parler de soi. C'est assez délicat de parler de soi. Mais pour ce qu'on peut retenir, Smith Awandinou a eu son parcours scolaire à l'école primaire publique de Béizancan. C'est dans Zouzomé, dans la commune d'Abomey. D'accord. Où j'ai eu le CEP. Après, on a fondé la première promotion de CEG Lissazomé à Baizon. Et après, on est revenu à Cotonou, au CEG Le Nokoué, où on est resté pour le BPC et pour le bac. Et après, donc, on a commencé l'université d'Abomey-Calavi, où nous avons fait plusieurs formations. On a fait une formation de droit, d'anglais, et après, on a fait un master en gestion des projets. D'accord. Alors, maintenant, vous êtes pur produit du militantisme. Comment en êtes-vous arrivé là? Comme je le dis, c'est toujours difficile, mais quand vous reconnaissez que ce qui se fait n'est pas forcément à l'endroit et que vous vous sentez un peu indigné de la façon dont ceux qui devraient vous servir vous servent, vous vous sentez appelé, vous sentez un appel naturel. Depuis ma classe de CP au cours primaire, aucun grand frère, aucun aîné de ma famille, aucun parent d'ailleurs ne m'a motivé à représenter l'intérêt de mes amis, de mes camarades. Et j'ai senti le besoin quand le responsable de classe à l'époque, de façon subjective, écrivait les noms des bavards. Et il épargnait toujours ses amis. Et il mettait donc de l'injustice en écrivant le nom de ceux qui n'appréciaient pas. Ce fut malheureusement ainsi. Exactement, le bleuissement. Et donc on était indignés, on a dit mais non, pourquoi cette injustice? Et donc ça, on a suivi un peu l'injustice en classe de CI en première année. Et CP déjà, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de représenter les camarades. Et donc à l'époque, on ne pouvait pas écrire les noms de nos candidats, des différents candidats. Et les volontaires se mettaient devant, face contre le tableau. Et ceux qui les portaient s'alignaient derrière. Et donc ça a commencé comme ça et il s'est fait que pour la première fois que je me suis présenté, j'ai eu la queue la plus longue. Ah oui. Et donc on a commencé par représenter les intérêts. Ça a commencé comme ça. Après on a été, à partir de là, toujours responsable de classe jusqu'à classe de CM2 et après 6e délégué de collège. Après on a continué et arrivé à l'université, motivé, toujours pas l'envie de servir. On s'est engagé dans le militantisme étudiant, notamment au niveau de la Fédération nationale des étudiants de Bénin. On a été responsable d'amphi régulièrement et après président des étudiants de la faculté des sciences politiques. Et l'année qui a suivi, on est allé plus loin au niveau national, président de la Fédération nationale des étudiants de Bénin. Alors, et comment cela s'est fait? Qu'est-ce qui a motivé cette transition du militantisme étudiant à la politique? Je peux vous dire déjà que le militantisme étudiant est l'antichambre de la politique. Quand vous défendez les intérêts de la majorité, que fait les politiques? Les politiques défendent l'intérêt des masses. Les politiques parlent de l'amélioration des conditions de vie. Les politiques parlent de développement. Et donc, au niveau facultaire ou au niveau
université, il faut quand même des intermédiaires entre la masse que constituent les étudiants et les dirigeants que constituent le recteur, le ministre de l'enseignement supérieur, le COUS, ainsi de suite. Et donc, c'est naturel, c'est naturel. Nous avons reçu une formation à l'université de militantisme qui nous prédispose à la vie politique. Et donc, ça n'a même pas été difficile. Ça a été juste un élément, pour nous, c'est une suite logique. Sinon, ça aurait été un gâchis quand vous représentez autant d'intérêts, autant de jeunes et que vous avez l'opportunité d'avoir des amis dans toutes les communes du Bénin. Parce que l'université d'Abomey-Calavi, c'est tout le Bénin. Ça brasse tout le pays. Ça brasse tout le pays. Et que vous ne continuez pas la lutte en fédérant les énergies et en allant au développement. Autrement dit, ce n'est que la vieille fibre militante qui a pris corps. Exactement. Alors, revenons maintenant à votre belle première vraie expérience à un niveau de décision. Que retenez-vous de l'expérience à ce niveau, de votre expérience aux côtés de votre ministre? Je suis toujours à l'école d'un homme. J'apprends beaucoup. Et Excellence, Monsieur le ministre des Sports, il sait que s'il a 2 ou 5 ou 10 élèves, que je fais partie de ces élèves. J'apprends beaucoup de l'homme qui a eu un parcours atypique. Et si vous le suivez bien, vous verrez aisément que le monsieur ne fait pas forcément son âge. Il agit, il dépasse même l'âge qu'il a actuellement. Il a une certaine maturité, une certaine avance sur son âge. Et quand vous avez la chance de rencontrer... Ça ne fait que justifier l'autre adage que vous savez. Bien sûr, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, quand vous avez la chance de croiser le chemin de ces personnalités, vous apprenez chaque jour. Vous apprenez chaque jour. Et quand on a fait le combat des élections présidentielles de 2016, et que par la force de Dieu et la bénédiction des mains de nos ancêtres, le président de la République a été porté au péchoir et a été élu. Le président de la République, le président Patrice Talon. Quand le président Patrice Talon l'a appelé à servir à ses côtés, le ministre Oswald de Meki n'a pas tardé à identifier autour de lui ceux qui peuvent essayer de porter la même vision, qui quand même sont dans la même idéologie, dans le même courant de pensée, de vision que le chef de l'État, que lui, qu'il représente au niveau ministériel, et que lui, il aurait aimé au niveau de certaines directions techniques, officiels que la même vision soit aussi implémentée. Et donc, nous appelons chaque jour, et c'est une fierté pour nous d'aller à l'école de l'homme. En tout cas, nous nous sentons bien à l'aise d'apprendre de l'homme. Comment appréciez-vous, je dirais, la grosse part de promotion consacrée ou réservée à la jeunesse sous le gouvernement de Patrice Talon? C'était notre combat. C'était notre combat. Et puis, le chef de l'État nous a surpris agréablement en confiant des responsabilités aux jeunes. Généralement, chez nous... Est-ce une prime à la compétence ou une prime au militantisme? Vous aurez le temps de constater, et je suis sûr que vous avez déjà constaté, si c'est une prime au militantisme, les résultats reçus ici et là ne devraient pas être à la hauteur de ce que vous avancez. Vous voyez par exemple, si nous prenons le secteur du sport, regardez la jeunesse, l'équipe jeune, regardez déjà la jeunesse même du ministre, et regardez les résultats qu'on n'a jamais eu au Bénin et qu'on a eu. Si c'est juste une prime du militantisme, on n'en serait pas là. Et ça, ce n'est que le ministère. Il y a d'autres ministères où les jeunes sont en train de faire beaucoup de choses. Je le dis parce qu'il fut, dans un passé récent, comme le dirait l'autre, on a constaté que c'est le troisième âge qui était plutôt promu au détriment de la jeunesse. Bien sûr, bien sûr. Nous ne venons pas pour, comment dire... pousser les personnes âgées, mais nous trouvons que le chef de l'État, quand on a des enfants qui ont un certain parcours pour pouvoir avoir le discours qu'il faut, il est très important de leur donner la main et de rester un peu à côté, pas loin, et de guider leur pas
pour qu'il fasse notre fierté. C'est toujours bien quand vous avez un enfant qui va et que vous avez l'assurance que celui-là, telle mission, à la maison que je lui laisse, il va bien gérer. Et puis, s'il le fait, et que parfois, si lui-même il redoute, ou bien il doute de certaines choses, il sait qu'il a un appui, et par derrière, il peut demander, face à cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Et puis voilà. Donc, nous trouvons que c'est la meilleure formule, parce qu'en réalité, l'enfant est le père de l'homme. Ah oui. Bien sûr. Smith Arondino, très prochainement, s'il lui était demandé de faire un choix, d'opérer un choix radical, choisirait-il de poursuivre dans la gestion des projets, qui est, je dirais, son domaine, sa spécialité, ou le monde politique? Bien sûr que je ne fais pas partie de ceux qui croient, et puis vous aurez le temps de le constater, que les gens devraient vivre à 100% de la politique. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup appris aux côtés de beaucoup d'aînés. Et je trouve que la meilleure façon d'aider son pays, c'est de pouvoir essayer de créer de la richesse, essayer de créer des entreprises, essayer de créer de l'emploi. Et moi, je suis juriste, angliciste et gestionnaire de projets de formation. J'ai été enseignant et j'avais été aussi entrepreneur parce que j'avais investi dans des activités purement privées avant qu'on ne m'appelle à servir l'État au niveau de la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Smith Arondino, nous allons enclencher la rubrique suivante sans autre forme de transition. Elle est intitulée « Les maires de la rupture ». C'est une interrogation de manière insidieuse. Alors, la toute première question qui me plaît de vous poser, vous l'avez suivi, hein, la dernière échéance, les municipales tenues, malgré le gros risque qui planait, que consistait la crise sanitaire de coronavirus. Les élections se sont plus ou moins bien déroulées, malgré la mince participation. Mais à l'issue de cette échéance, quelle analyse faites-vous? Merci beaucoup. Moi, je trouve que la participation n'est pas autant mince. Si nous avons 49,14% de taux de participation et que nous savons que les élections prises dans tous les sens, nous tournons généralement autour de 52%, qui est le taux moyen de participation. C'est vrai que nous avons des élections où il y a 50%. Tout de même un gap. Bien sûr, 56%, 50%. On ne peut pas, dans ces conditions, dire que la participation, dans ces conditions où nous avons la crise sanitaire de Covid, la crise pandémique de Covid, dans ces conditions où certains partis politiques ont décidé délibérément de ne pas participer aux élections communales. Si vous avez 49,14%... Délibérément, vous dites? Si vous avez 49,14% ces partis n'ont pas été qualifiés. On ne va plus faire l'histoire. Bien sûr, vous avez dit ces partis... Vis-à-vis du nouveau cadre juridique. Exactement, vous avez dit que ces partis n'ont pas été qualifiés. Et pourtant, au nombre des partis... Ce ne fut pas si délibéré que ça. Au nombre des partis, nous avons 5 partis. Donc le pluralisme démocratique est bien respecté dans notre pays. Si nous avons 5 partis qui ont pu remplir les conditions, alors que, in fine, les réformes du système partisan ne viennent que pour faire la promotion des partis d'envergure nationale. En réalité, vous connaissez les partis que nous avions, les micro-partis de communes, de maisons, de départements que nous avions. Donc aujourd'hui, on veut aller à des partis beaucoup plus représentatifs. Parce que dans des partis représentatifs, on fait la promotion de l'unité nationale. Ce n'est pas des partis de région. Alors qu'avant, il y avait des partis de région où les gens restaient un peu dans leur carcan et l'unité nationale, la fraternité, n'est pas bien comment dire, mise en exergue. Donc, je trouve que face à cette situation où il y a la crise pandémique, où il y a certains partis qui n'ont pas pu, ou bien par des raisons qui dépendent d'eux, n'ont pas pu participer, avoir 49,14%, moi je trouve qu'on est satisfait. Et puis c'est le moment de demander aux partis politiques qui n'ont pas pu avoir les 10%, si dans un électorat de 5 200 000 électeurs, 5 200 000 électeurs, si vous ne pouvez pas avoir 10%, c'est qu'en réalité, vous montrez vos carences et que c'est le moment de peut-être
revenir un peu sur ses pas, de préparer et de rendre beaucoup plus national, d'ancrer le parti pratiquement dans tous les départements, dans toutes les communes, pour qu'aux échéances prochaines, qu'on n'en soit pas là. Eh oui, vous l'avez dit, sur les 77 maires, eh bien, la mouvance s'est arrogée la grosse part. Je ne me permettrai pas de dire du gâteau. 41 pour le parti Union progressiste, 29 pour le bloc républicain et seulement 7 pour les FCBE. Quelles analyses peut-on faire de ce chiffre? Une compétition, il y a toujours un gagnant et il y a toujours un perdant. Et moi, il n'y a pas de compétition si les FCBE ont eu 7 communes et puis les autres partis de la mouvance présidentielle ont le reste. Nous avons organisé une élection. Ceux qui ont rempli les conditions ont déposé le dossier, ils ont allé, ceux qui ont reçu, qui ont pu remplir les conditions des 10%, on peut participer à l'attribution des sièges et qu'on en est là aujourd'hui. Il n'y a pas à faire de comparaison, non, il suffit juste de remplir les conditions et après vous remplissez les conditions, vous allez partager les sièges et vous aurez beaucoup plus de communes à gérer. Moi, je trouve que... Et quand je me permettais de m'interroger de manière plus ou moins ouverte, les maires de la rupture, vous n'êtes pas sans savoir que cette mandature, la 4e, sera bien déterminante, surtout pour la présidentielle de 2021, pour ne pas évoquer le fameux parrainage. Oui, vous savez, on n'a pas inventé au Bénin le parrainage. Et vous savez, tout ce qui est nouveau, les gens naturels, c'est humain. On prend beaucoup plus on porte beaucoup plus de gants. On porte beaucoup plus de gants. Parrainage, c'est quoi? Il y a les députés, il y a les maires. Le candidat ou le probable candidat aux élections présidentielles qui réussira à avoir 16 signatures des maires et ou des députés remplit les conditions. Nous avons tous les députés 83, les maires, nous en avons 77. Et puis, vous faites la somme, ça fait 160. Dans le lot, le chef de l'État n'aura quand même pas 160 parrains. Le chef de l'État n'a besoin que de 16 parrains. Et les 144 restants... On va y revenir et on pourra se démontrer bien de choses tout à l'heure quand on sera dans la dernière rubrique Perspective 2021. Restons encore une fois dans cette même rubrique. On l'a dit, les élections se sont très bien déroulées. Vous avez dit, vous rappeliez tantôt qu'il ne faille pas incriminer du tout la participation. Tant mieux, mais tout ne s'est pas très bien passé. À l'issue de cette échéance. Juste au lendemain, on a constaté une hausse des cas d'infection au Covid-19. Mais vous avez suivi le ministre, ça je le remercie beaucoup, le ministre de la Santé, qui est très éprouvé par cette situation, cette crise mondiale, mais qui essaye jusqu'à présent de tenir avec les orientations du gouvernement pour que notre pays ne connaisse pas le pic. Et donc vraiment, c'est un chapeau que je tire à ce ministère et à tous les fonctionnaires de ce ministère qui travaillent à ce que le Bénin ou le Benjamin Mpatine, qui reste l'un des ministres les plus sollicités du moment. Exactement, pour que les Béninois se portent bien. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que le chef de l'État fait, les réformes, ce n'est pas à l'endroit d'une, comme je l'ai dit, d'une carte dessinée, c'est à l'endroit des populations, des peuples. Il est chef pour les gens. Et c'est fort de ça que des mesures ont été prises, elles sont 14 milliards pour gérer un peu tous ceux qui ont traversé un peu ces crises, donc qui avons traversé ces crises dans notre pays. Et ce que le ministre a dit, il dit, nous avons constaté que quand nous sommes entrés dans la période des pluies, où la température est devenue un peu plus basse, nous pouvons constater aisément avec les pays tempérés, les pays de l'Europe, que c'est peut-être parce que ces pays, effectivement, traversaient, l'hiver, que la température a aidé à la flambée, à la montée vertigineuse
du taux de coronavirus. Et donc, c'est ce que nous avons constaté ici, effectivement. C'est une lecture scientifique, c'est une lecture scientifique. C'est du purisme intellectuel, on ne trouvera rien à y dire. Oui, mais ramener à nos réalités. Oui, mais nos réalités, c'est qu'actuellement, effectivement, nous sommes en saison des pluies. Oui, et que la température est devenue un peu plus basse. Justement. Exactement. Oui. Mais nous, on ne peut pas refuser, vous croyez quand même, nous sommes réalistes, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation de tout. Dans tous les camps, que ce soit les partis de l'opposition, de la mouvance présidentielle, il y a eu des mobilisations, on a donné le cadrage qu'il faut, et par moment, les populations n'ont pas pu se retenir quand ils voient des leaders venir dans leur quartier et puis ils n'arrivent pas à respecter. Mais c'est la faute à ces leaders. Et c'est là où il faille ne pas rappeler, mettre un accent sur ces cas d'incivisme. Je ne sais pas si le mot convient bien quand il s'agit de l'appliquer aux aînés, parce qu'il s'agit de certains aînés qui ont quand même drainé toute une foule, malgré l'interdiction du gouvernement, malgré la campagne à forte dominance, mais ils ont le droit, exclusivement ils ont le droit médiatique. Bien sûr, exclusivement médiatique. Mais ils ont le droit quand même, pour que ça soit médiatique, il faut quand même qu'ils se déplacent pour venir, par exemple, sur un plateau de télé. Mais quand ils vont venir sur un plateau de télé, ils vont rester comment? Ils vont quand même sortir de leur véhicule. Et dans le quartier, il y a des hommes. Dans le quartier de la population. Mais déjà, devant des maisons, devant les télévisions, des radios, vous n'avez pas constaté que pendant les campagnes, que les candidats qui étaient les plus en vue, quand ils venaient, les foules sortaient de nulle part, où personne ne maîtrisait. Donc ça ne dépend pas de ces leaders. Ils ne peuvent pas quand même se rendre invisibles pour venir faire les choses. Donc c'est ça ne dépend pas. Et puis moi, je vous dis... Oui, mais contrairement à ces cas qu'on pouvait comprendre, oui, il y en a qui ont réuni toute une foule à des places publiques. Je me garde ici d'en citer. On en a vu dans le zoo, on en a vu un peu partout. On en a vu. Et ça, c'est des cas qu'il faille, à la limite, punir. On ne punit pas sans que... Parce que les vidéos ont circulé. Bien sûr. On a vu des cadres pas des moindres, dans des bains de foule, qui haranguaient littéralement, qui bafouaient les instructions de l'exécutif. Bien sûr, ce n'est pas des trucs à encourager. Je suis totalement d'accord avec vous. Si nous nous soucions de la santé de notre population, c'est des trucs à vraiment décourager avec les dernières rigueurs. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce plan. Et ces faits ont impliqué cette psychose actuelle. Vous avez noté le nombre de morts, le nombre de décès, je veux dire le nombre de cas d'infection. Et vous savez, quand on évoque, à chaque jour, le tableau sanitaire affiche 2 ou 3 morts de plus, vous savez, ça amplifie la psychose. Bien sûr. Qui en ajoute au capital d'ennui que vivent déjà les citoyens, pour ne pas évoquer les derniers, l'inondation et le palier de la ménagère et autres. Ça vous dit quand même qu'il y a à reprocher à nos cadres, qu'ils soient de la mouvance de l'opposition. Vous savez, je prends le cas de George Floyd aux États-Unis. Vous voyez ce qui a commencé? Malgré que leur pays, les États-Unis, je ne sais pas même si les États-Unis communiquent encore les chiffres exacts. Si, ils communiquent. Mais regardez ce qui s'est passé malgré la situation de Covid par rapport à cet acte de racisme. La population n'a pas pu se contenir par rapport à la mort. Ils n'ont pas pu se contenir. Donc parfois, pour dire que la population, en réalité, n'est pas... On ne peut pas parfois prévoir, dans les meilleures conditions, les réactions. Comme le disait un philosophe, la foule n'a pas de conscience. Exactement. Donc, c'est pas que c'est le Bénin ou les leaders du Bénin. C'est partout dans le monde. Seulement que moi, par rapport à certaines choses, par rapport à cette campagne, nous en analysant, on a même imaginé le pire. Et qu'aujourd'hui, on peut même dire que notre population n'est pas aussi ignorante de la situation. Ils ont quand même pris un peu les enjeux et que c'est mieux que d'avoir peur indéfiniment de Covid et d'aller jusqu'à penser à reporter les élections. Et je trouve que par rapport à ce défi du respect du calendrier électoral, par rapport à ce défi de Covid et les conditions quand même qui ont été, c'est pour la première fois, comprenez, les leaders politiques qui étaient habitués à des bains de foule toute leur vie durant, pour une fois. Pas seulement des bains de foule, mais à l'achat de conscience. Bon, je parle beaucoup plus de bains de foule. Pour une fois, quand même, on leur dit,
rester dans les règles de l'art, pas plus de 50 personnes réunies, et puis respecter les 1 mètre, 1 mètre, et parler beaucoup plus convaincu par les arguments, la force des arguments. Ce fut un calvaire pour certains. Waouh, c'était un calvaire. C'était un calvaire de pouvoir, parce qu'avant, on rassemblait 2000, 3000 personnes, et quand on passe le message, ça passe d'un coup. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de multiplier les descentes de 50, 50, 50, 50, vous imaginez. C'est pas fameux. Alors, restons toujours dans la dynamique des récentes municipales, récentes élections municipales et communales. On note que, qu'on le veuille ou non, 2 types de maires. Vous m'en direz si c'est le cas ou non. Mais je vous écoute. Ceux élus et ceux désignés. Bon, pour vous, qui sont les maires désignés? Ben, vous l'avez suivi, vous avez suivi les... Puisque vous avez suivi l'après-élection, vous avez suivi tout ce qui s'était passé et la phase complétive du code électoral qui a permis, qui a autorisé la désignation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avant cette phase de désignation, il y en a eu quelques-uns qui, enfin, naturellement, ont été élus dans certaines communes. Mais je vous dis. Et d'autres qui ont été recalés, littéralement recalés. Ok, d'accord, je vous dis. Et qui se sont vus aidés par le cadre juridique. J'appartiens à un parti politique. Le parti politique a construit des dossiers sur le plan national et a rempli les conditions de 10%. Nous avons des conseillers. Si nous avons des conseillers et qu'au sein du parti politique, nous voulons donner des directives, le peuple a déjà élu les conseillers. Le parti politique donne des directives pour dire voilà les directives à respecter. Qu'est-ce qui est où est le mal? Lesquelles directives ont échoué à un moment donné? Mais aujourd'hui, on en est où? C'est la finalité qui... On est d'accord. Mais aujourd'hui, on en est où? Lesquelles directives ont échoué à un moment donné? Et il a fallu... On a peut-être constaté les insuffisances qu'on a renforcées et après, on en est où? C'est la finalité qui compte. Il a fallu appeler au secours. Ne nous attardons pas sur les détails. Est-ce que la finalité aujourd'hui... Le Parlement qui a permis maintenant, sans quoi on n'en serait peut-être pas là. Mais aujourd'hui, eh bien, vous reconnaissez effectivement que l'implication du Parlement par rapport à la situation au point où toutes les communes aujourd'hui, ça va, les maires sont en pris service. Mais non sans peine. Ouais. Non sans peine. Il a fallu cette phase complétive. Vous voulez de la facilité? Vous voulez de la facilité? Tout ce que vous obtenez dans la facilité est éphémère. Non, pas de la facilité. Mais il y en a eu. Il y en a eu, parce qu'il y a eu cette modification à la hâte. Vous avez dit tout à l'heure, non sans peine. Et je vous dis que vous, dans la vie, vous connaissez l'histoire de l'avion et du vent. L'avion ne sait jamais décoller dos au vent, c'est face au vent. Donc c'est quand il y a des difficultés que vous êtes beaucoup plus forgé. Vous apprenez, vous vous dépassez. Nous sommes des hommes, et les hommes sont à l'image de Dieu. Il y a de l'infini dans la matière. Il y a de l'infini dans la tête. Et donc par rapport à un certain nombre de choses, plus vous avez des difficultés, plus vous dépassez à contourner, à surmonter ces difficultés. Maintenant, de ceux élus à ceux désignés, qui sont ceux qui sont légitimes? Est-ce que le peuple a voté déjà? C'est la première des choses pour les conseillers. Bien sûr. Le maire avant tout conseiller. Le maire avant tout conseiller. Il a été élu, il est légitime, ils ont eu la légitimité à partir de l'élection populaire. Donc on ne peut plus comment... Oui, mais Smith, on est d'accord que ces mêmes conseillers pour qui le peuple a voté ont bloqué, ont verrouillé l'élection du maire à des niveaux donnés dans certaines communes. Ils ont certainement leur raison. Ils ont leur raison. Mais quand les partis politiques sont refus... Il a fallu cette forme en griffe de dictat des instances supérieures des partis. Exactement, quand ces partis politiques sont revus et qu'ils ont rediscipliné tout, vous avez vu que tout est passé comme les roulettes. Ça devrait arriver pour arriver. Pas comme celui des roulettes. C'est quoi? Plus ou moins. Mais on n'en est pas là. Est-ce qu'un maire aujourd'hui a contesté? Est-ce qu'un maire aujourd'hui a contesté? Parce qu'après le passage en force, en griffe, du Parlement qui a facilité l'élection, la désignation, pardon, du reste des maires, eh bien, certains conseillers ont continué de bouder et ont boycotté les sessions. Je ne vous apprends rien. Je sais ce que je vous dis. Pourquoi vous attardez sur les détails? Quand vous avez 77 communes et que tout roule et que tout marche, les gens commencent à tenir les sessions et que les décisions ont commencé par être prises. Pourquoi s'attarder sur ça? Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est des œuvres humaines. Et même parfois, même quand Dieu descend, l'homme conteste sa légitimité. Ah bon? Ben, je vous apprends rien. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de... Nous sommes dans un pays laïque.
aujourd'hui, mais on ne peut pas parler de l'évolution de l'homme, de la croyance en un être suprême sans quand même citer Jésus-Christ. Et pour les chrétiens, vous savez même que Jésus, qui est le Fils et qui est en le Père, est venu ici. Donc le Père est venu à travers le Fils, mais il a été contesté. Donc c'est pour dire que ce n'est pas l'homme qui va faire des choses, on ne va pas trouver à redire. Nous tendons vers la perfection. C'est quand nous nous plaignons dans les erreurs qu'on pourrait dire que c'est suicidaire. Mais quand il faut tirer le son, de l'évolution, de là où on a été les pieds, et que nous projetons l'avenir, et qu'en fonction de là où nous mettons la barre au niveau des objectifs à atteindre, nous intégrons les erreurs, nous intégrons le passé, et que nous projetons bien l'avenir. Pourquoi ne pas rester focus sur les objectifs? Venons-en maintenant au bilan. Patrice Talon. Ouais. Patrice Talon, 4 ans après. Ouais. Oui. Et vous ne direz pas le contraire. Le Covid-19 fera partie, Oui. qu'on le veuille ou non, La gestion, de ce bilan. Oui. Oui, la gestion de la crise sanitaire. Ouais. Que dire de cette gestion? Vous évoquerez vous évoquerez le fameux milliard, oui. Je parle de façon générale déjà des acquis, du développement de l'audace de l'homme, de son caractère structuré. De façon, l'homme dirige le pays et qu'il ne fait pas de culte de personnalité. Si nous prenons tous les domaines, vous savez, moi j'ai été président au niveau de la Fédération nationale du Bénin. À l'époque, en 2011-2012, on était 80 000 étudiants. Et par année, des dizaines de milliers de licenciés, de masters, de maîtrisards sortaient des universités. Mais ces jeunes n'avaient aucun destin tangible. Ils n'avaient quelque part, nulle part où échouer, où ils peuvent faire leurs armes. Vous connaissez le programme d'insertion à l'emploi des jeunes, pour l'emploi des jeunes. Ce programme qui aujourd'hui permet sur 4 ans à 8 000 jeunes de pouvoir faire leurs armes dans les entreprises. Je vais en venir. Vous parlez du bilan, vous parlez du parcours. Vous parlez de 4 ans. On ne peut pas faire ça. Je suis jeune et ça me tient à cœur. Et que des jeunes du bac jusqu'au master vont gagner de 100 000 à 250 000 francs dans les entreprises et où ils vont acquérir des expériences qui peuvent les aider plus tard eux-mêmes à créer peut-être leur propre business. Oui, pour faire le bilan, on va partir de l'actualité à l'histoire. Oui, bien sûr, je reviens. Et l'actualité reste. Oui, l'actualité, la crise sanitaire. Mais les 74 milliards injectés, il n'y a pas 2 semaines, quand on a lancé le programme. Et que c'est le 1er août, justement, que ça a commencé. C'est le 1er juillet. Oui. 1er juillet, justement, que ça a commencé. Ces 74 milliards pour dire, ne nous ont pas évité de passer le cap des 20 décès. Non. Là où ce que vous dites est pertinent et qu'on doit reconnaître, rien n'explique la mort de l'homme. Rien ne justifie cela. La perte d'une vie. Et c'est ça que le chef de l'État et tout son gouvernement, les bâtisseurs d'aujourd'hui, ont compris et qu'aujourd'hui, la gestion de la pandémie de Covid-19 est la priorité des priorités au niveau de notre gouvernement. Et c'est pour ça que depuis que la crise a commencé, l'État a pris les mesures pour pouvoir alléger un peu déjà les Béninois, les nationaux, qui quittent l'extérieur et tout, pour pouvoir, vous connaissez la gestion au niveau des les hôtels, la quarantaine, la prise en charge et tout. Et que ce sont 14 autres milliards qui ont été aujourd'hui pour gérer pratiquement tout ce qui a rapport avec cette crise que nous avons. Différents secteurs d'activité. Exactement, différents secteurs d'activité. Je trouve que c'est salutaire. Je trouve que c'est salutaire. C'est un chef qui sent le besoin, qui sent la douleur de son peuple. C'est pour ça qu'il a été obligé. Mais comment comprendre, Smith Arondino, qu'après tant d'efforts, qu'après tant de stratégies parlant du plan de riposte à la propagation du coronavirus au Bénin, le cordon sanitaire et la suppression de certaines, la suspension des activités de certaines corporations, comment comprendre qu'après tant de stratégies, qu'on en arrive encore là? On en est arrivé où? C'est la question qu'il faut se poser. Par rapport, regardez, nous sommes dans nombre de décès, à la hausse. Oui, mais regardez autour de nous. Mais regardez autour de nous. Oui. On n'est pas dans une bulle, on n'est pas dans une forteresse où personne n'y entre, où personne n'y sort.
Le monde est un village planétaire. Les gens quittent partout. Mais ça c'est bouge. contrôlé. Bien sûr, c'est contrôlé, mais ça bouge. Vous croyez que la porosité des frontières dont on parle, que même dans les pays européens, les gens, les immigrants arrivent toujours à percer. Vous trouvez qu'aujourd'hui, que ce que nous faisons, malgré les moyens que nous avons, qu'on n'est pas, à la limite, à encourager, que le chef de l'État n'est pas encouragé à rester droit dans ses bottes et de continuer. Oui, mais qui dira le contraire? Mais je dis, oui. Mais si, je l'ai dit, oui. Après tant d'efforts, bien sûr, tant de stratégies, oui. de plans, oui. et d'appui financier, comme on l'a noté le 10 juin dernier, oui. à travers près de 100 milliards injectés dans du social. Oui. Mais si après tant d'efforts, on en arrive à faire comme vous l'avez dit, vous venez de dire tout à l'heure qu'il faille suivre ce qui se passe à côté. Si après tant d'efforts, on en vient à faire comme tout le monde, on n'est pas... il faut réfléchir et se poser la question sur quel levier actionner maintenant pour ne pas faire comme les autres, comme vous venez de le dire. Non, là où je suis d'accord avec vous. Comme vous étiez tenté de bien sûr. Là où je suis d'accord avec vous, nous sommes 11 millions, peut-être 12 millions de Béninois actuellement. Oui, on ne va pas commencer à s'inquiéter quand on en arrivera à 8 millions. Non, pas du tout. Et que nous sommes un peuple rare. C'est pour dire ça. Il y a des pays où ils sont 1,3 milliard. Ils sont, voilà. Et tout. Nous sommes un peuple rare, 11 millions, 12 millions. Donc, nous perdons un seul, mesurez la portée. Déjà que vous êtes rare et que vous perdez un. Donc, je suis d'accord avec vous par rapport à ce que ça représente une vie. Et pour vous venir à quoi? Quand vous nous invitiez tout à l'heure à suivre l'exemple d'ailleurs. Ailleurs, les présidents se sont permis de se moquer. Les présidents se sont prêtés à une arrogance béate et n'ont pas reconnu la réalité du mal. Mais ici, aux premières heures, déjà, l'exécutif était appris. Je n'ai pas dit de regarder l'exemple d'ailleurs, j'ai dit de regarder ailleurs par rapport à ce qui se passe ici. Nous, comme vous l'avez dit, on a pris la mesure des choses très tôt, le chef de l'État. Ne s'est pas du tout amusé par rapport à ça. Et puis regardez, la preuve, même dans notre sous-région, il y a un président qui a été testé positif. Bien sûr. Voilà. Et donc nous avons pris la mesure des choses. Et que le chef de l'État, partout dans l'administration, partout, on encourage les citoyens à porter des masques, à se laver les mains. Avant de monter dans votre studio aujourd'hui, je me suis lavé les mains, bien que avant de quitter mon bureau, je me suis lavé les mains. Et donc, on respecte. Et que vous et nous, regardez la distance, plus d'1 mètre, pour pouvoir... Voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. C'est ensemble que nous demandons, nous sensibilisons la population pour dire l'État est en train de faire ce qu'il devrait faire. Mais la population devrait accompagner en respectant les gestes barrières. Autrement dit, il faille mettre l'accent sur l'éducation, le respect des gestes barrières. Donc la population, dans nos marchés, dans nos hôpitaux, parfois vous allez dans les trucs où ceux qui sont censés donner de bons exemples, parfois ne le font pas. Donc il est important, l'amour que nous avons pour nous ne peut pas disparaître quand je reste à distance et que je te salue. L'amour, la chaleur est dans le cœur. On n'a pas besoin de se donner des accolades par ces temps de Covid. Malgré tout ce qui se dit. Malgré tout ce qui se dit. Parce que cette semaine encore, nous on a fait le constat sur le terrain, pas loin, dans la commune d'Abomey-Calavi, où l'on a constaté que jusqu'à ce mois de juillet, certains continuent de nier le mal. Bien sûr. Il y a plein. Et certains continuent de s'embrasser. Et disent que quand vous prenez le boisson local Sorabi avec un certain nombre de choses que non, jamais. Si vous prêtez, vous ne jamais. Donc, certains plaisent. Bien sûr, ils se plaisent à dire ça. Près de flanc à ces aberrations. Il y en a qui sont dans les villages, des coins réguliers, qui disent non, que c'est en ville, qu'il y a nos histoires là, que personne n'a encore. Ça ici. Il faut les Ce sont des aberrations. Exactement. Et donc, les populations, vous devez mesurer l'enjeu. Il est très important d'aider le gouvernement, d'aider le ministère de la Santé à ce que tous les Béninois se portent bien. Nous avons besoin, quand on aura fini de finir avec cette crise, nous avons besoin d'avoir les Béninois bien portants pour construire, pour poursuivre l'œuvre de construction de notre pays. Voilà. Venons-en maintenant au bilan, à proprement parler. Oui. Patrice Talon, quand vous n'êtes pas sans savoir que quand on évoque Mathieu Kérékou, encore la Mathieu Kérékou, une certaine réalisation, quand on évoque Nicéphore Dieudonné Soglo, eh bien, c'est d'office les nombreuses voix pavées de Cotonou et autres réalisations. Patrice Talon, aujourd'hui, vous me direz asphaltage oui. et bien autre chose. Oui, bien que sûr. retenir du bilan Patrice Talon en 4 ans?
Déjà, c'est le côté structuré de l'homme. Il aurait pu se lancer dans le populisme en allant visiter tous les chantiers qu'il lance et parfois en palpant. Encore qu'il en a fait. Encore. Il en a fait quelques. Oui, mais vous avez vu quoi? Il a fait quelques descentes. Non, en palpant, je vous dis en palpant, parfois en touchant les poteaux électriques pour voir la teneur, la résistance. Ou le bitume. Ou le bitume. On n'a pas vu. Il est resté pendant longtemps à étudier, à lancer les études et puis à démarrer. Et quand il démarre quelque chose, ça va jusqu'au bout. Donc, asphaltage, aujourd'hui, il n'y a pas ce département qui n'est pas touché. Au point où les Béninois se demandent, mais dans notre pays, avec notre économie, est-ce qu'on pourrait arriver à ce niveau? Est-ce que donc de par le passé, c'est une mauvaise gestion, les gens se posent des questions, ou bien c'est la dilapidation des ressources de l'État, ou bien c'est parce qu'ils ne savent pas comment investir de l'argent pour que nous ayons au développement? Cette question. Et puisque vous l'avez attaqué par l'asphaltage, restons-y. L'asphaltage y arrive, rend attrayant certains pans de la ville de Cotonou et ailleurs. Oui. Mais ce même projet d'urbanisation et de modernisation de la ville de Cotonou fait grincer des dents, ou à la limite fait pleurer certains riverains. Bien sûr, vous le remontez. Au lendemain des récentes, des dernières pluies, on en a vu. Oui, bien sûr. Que des maisons sont englouties. Oui, les maisons sont englouties, mais est-ce que c'est forcément une première? Est-ce que c'est une première dans notre pays? Peut-être que ce que vous dites, c'est fondé sur Parce des que ces maisons se sont retrouvées largement en dessous du niveau des voies asphaltées. Ce que vous dites, dans une moindre mesure, peut être justifié. Mais les phases, c'est plusieurs phases d'asphaltage. N'oubliez pas que nous sommes en train peut-être de finir la première phase et qu'ils sont oui. Il n'y aura aucune phase qui remblera les maisons. Non, vous ne savez pas. Quand les études montrent que quand nous faisons ici, donc on montre la voie, et quand on ne fait pas ailleurs pour orienter l'eau, que l'eau peut rester dans la maison. Là, d'accord. Voilà. Donc, tant qu'on finit, qu'on peut évaluer. Donc, en entendant les autres phases, le peuple n'a qu'à souffrir. Enfin, non, pas du tout. C'est ces populations d'Agla et autres. Pas du tout, mais Agla est habitué à l'eau. je suis d'Agla. C'est pas l'asphaltage qui a apporté quelque chose. Au contraire, nous, on est très heureux à Agla. Pas 7 ans de pluie. On est très heureux à Agla. Oh, vous n'êtes peut-être pas du mauvais côté. Non, je suis au cœur de l'eau. Je suis au cœur de l'eau. Et puis aujourd'hui, je passe. Et puis les gens peuvent même croire que je quitte les voies pavées pour aller directement au bureau. Parce que mon véhicule, parfois, je ne roule pas dans l'eau. Vous êtes sûr d'avoir circulé facilement lors des 48 dernières heures de pluie? En tout cas, moi, je suis à Glade, Congomais, si vous voulez, pour aller constater. Donc, pour vous dire que on ne peut pas construire sans nous défaire d'un certain nombre d'habitudes. Un peu comme l'a dit Jean Plia. La construction d'une nation moderne nécessite la destruction de certaines reliques du passé. Donc, c'est important. Et puis, on ne peut pas avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu si on continue d'avoir les mêmes comportements. Et donc, parfois, c'est dit, nous allons souffrir, nous allons... comment dire, reporter un peu le bonheur, tout le bonheur, mais en vivant, ok, pour pouvoir avoir le bonheur, tout le bonheur, pour tout le temps. Donc oui, je crois que c'est... Mais l'asphaltage et après, et quoi d'autre? Mais non, vous savez, j'ai dit quelque chose que peut-être que beaucoup de Béninois n'arrivent pas à percevoir. Les gens, je veux dire, pas ignorance, je dirais, pas malcompréhension, croient que puisque nous sommes habitués à de l'argent facile, nous sommes habitués à des leaders politiques qui descendent chaque week-end à distribuer de l'argent, le denier public, nous sommes habitués à assister aux meetings où on distribue de l'argent, les gens remettent des listes. Nous sommes peut-être habitués à des programmes où les jeunes donnent leur nom et après ils constituent des dossiers, on donne les fonds, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 8 millions et après ils prennent l'argent pour aller se marier ou ils prennent l'argent pour voyager dans d'autres pays et que le projet pour lequel on a donné l'argent, les projets ne sont jamais exécutés. Nous sommes habitués à de la facilité. Et qu'aujourd'hui, je prends juste un exemple. L'exemple qui concerne la réglementation des grèves dans notre pays. Moi, je suis un pur produit de l'école publique, de l'enseignement public. Et si, aujourd'hui, le parent modeste ne peut pas
envoyer son enfant dans les écoles et qu'il soit obligé de ne pas le passer, de les inscrire dans les écoles privées pour pouvoir avoir les résultats qu'il faut. Et qu'aujourd'hui, puisque dans le domaine tout a été réglementé, que les enseignants subissent des tests de mise à niveau au fur et à mesure, que le parent a la garantie qu'en inscrivant son enfant dans une école publique, que par les intérêts corporatistes, que son enfant ne va rester à la maison. Ça, c'est le côté éducation. Côté santé, si les enfants, le peuple béninois, les femmes, les hommes, les enfants, qui tombent malades, qui vont à l'hôpital aujourd'hui, se font soigner aisément parce qu'il n'y a pas d'absence. Il y a pas, les travailleurs sont là, il n'y a pas d'absence au boulot, il n'y a pas boycott, il n'y a pas défense des intérêts corporatistes parce que l'État a pris les mesures et qu'en contrepartie, il y a un certain nombre de choses qui sont réservées et que les gars sont motivés. Vous ne trouvez pas que ça, c'est le vrai social? L'éducation, la santé? Du social au prix de la liberté, peut-être, je dirais, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est arracher un pan des libertés des travailleurs. Vous oubliez quelque chose. Tout ce que nous faisons dans le pays, tous les pas que les gens posent pour le développement sont posés à l'endroit de la postérité. Rien ne justifie. Rien ne justifie qu'on commence par rabâcher, qu'on commence par mettre, reléguer au second plan l'éducation d'un peuple et la santé d'un peuple. Donc c'est important. C'est pour ça que je dis ces deux secteurs, c'est important. C'est ce qui fait même la nation. Et donc aujourd'hui, les gens, quand ils sont malades, ils savent que quand ils vont partir dans les hôpitaux, il y a quelqu'un qui peut les prendre en charge. Quand ils vont inscrire leurs enfants à l'école, ils ont la garantie que et les enseignants et leurs enfants seront dans les meilleures conditions. Ils vont aller à l'école. D'accord, mais ça n'est pas la meilleure manière de recadrer le droit de grève. La meilleure manière pour vous, c'est quoi? Je voudrais comprendre. La meilleure manière pour vous, c'est de prendre tout le temps à discuter avec les corporations, à parler d'intérêt, à faire monter les choses. Et que les propres enfants de ceux-là qui sont en train de faire les grèves sont quand même dans l'école pour le simple amour pour la patrie. Pour le simple amour pour la patrie, quand vous pensez à la postérité, à la formation, à la santé, il y a un certain nombre de choses que vous devez quand même laisser. On aura une belle autre occasion de revenir. Ça va me réjouir. Pour disséquer les autres aspects liberticides de ces réformes. Parce que vous faites bien de dire que voilà, il faille contraindre quelque peu les travailleurs, il faille les retenir. Je n'ai pas dit contraindre, j'ai dit réglementer. On a réglementé. Oui. On a réglementé. Je n'ai pas parlé de contrainte. De manière trop rigoureuse. Non, mais c'est vous qui le dites. Trop rigoureuse. Oui, réduire le travailleur d'un État à seulement 10 jours. Encore qu'on sait que c'est la seule arme. Le travailleur de l'État travaille pour qui? Que détient le travailleur. Le travailleur de l'État travaille pour qui? Pour sa nation. Exactement. Et dans sa nation, il y a ses enfants, il y a ses parents. Mais vous trouverez parfois eux-mêmes, en faisant ça, parfois ils laissent. Eux-mêmes, ils en pâtissent. Quand on lui arrache la seule arme, ce travailleur, quand on lui arrache cette seule arme de revendication, d'expression. Quand on remonte le truc, l'expression. De ses besoins. Quand nous remontons l'histoire, quand nous remontons même le scénario, si de par le passé, il y avait eu autant de grèves par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, ceux qui veulent réclamer leurs droits aujourd'hui, en réalité, est-ce que ceux-là peuvent être en mesure, en réalité, d'être là, bien formés, en bonne santé pour le faire? Donc, rien ne justifie ce que rien ne justifie ce que vous devez donner à votre nation. Oui, mais réduit à 10 jours. Qu'a-t-on changé? Qu'a-t-on amélioré? Mais on a amélioré l'éducation. On a amélioré la santé. Les enfants aujourd'hui, mon frère, tu as des enfants, tu as des familles, les gens qui vont à l'hôpital aujourd'hui, qui sont bien traités. Aujourd'hui, tu peux donner des conseils, même si tu as les moyens d'inscrire ton enfant dans une école publique. Et il a les résultats. C'est de ça dont il s'agit. Quand il s'agit de l'intérêt général, chaque Béninois, où qu'il soit, qu'il ait raison ou pas, devrait mettre son ego en berne. Quand il s'agit de l'intérêt général.
C'est de ça dont il s'agit. Nous devons éduquer aujourd'hui le peuple béninois. A dit comme l'ancien président, comme l'ancien président américain, qu'est-ce que je peux faire pour Très bien. payer? Quand il s'agit de l'intérêt, vous l'avez très bien dit, il faille se sacrifier pour l'intérêt de la nation. Bien sûr. Oui. Mais est-ce que le dirigeant se l'applique lui-même, ce principe? Bien sûr. Il ne faille pas seulement l'appliquer aux populations, aux citoyens lambda. Je vous dis, le dirigeant dont vous parlez, si c'est le chef de l'État, si pour vous le dirigeant dont vous parlez, si c'est le chef de l'État, la meilleure façon de mettre en berne ses propres intérêts et de se mettre, de soulever, de lisser l'intérêt général, c'est déjà d'oublier, de quitter le confort d'homme d'affaires prospère dans lequel il était. Sans être chef d'État. L'a-t-il quitté? Sans être... Ah ben, vous l'avez vu, vous avez des preuves où il y a son nom encore dans les affaires? Non, mais quand vous dites qu'il a quitté... pardon, non, il n'est plus homme d'affaires. Il a dit clairement voilà, ça. Il n'est plus homme d'affaires, il est chef d'État. Il n'y a plus une once de doute à ce niveau. Oui, mais quand vous parlez de ce que le chef de l'État a quitté, écoutez, c'est un choix délibéré. Mais c'est ce que je vous dis. C'est un choix délibéré. Vous connaissez l'adage. Un enfant ne refuse pas l'appel de son père. Quel que soit le confort dans lequel tu es, quand ta maison, ton pays t'appelle et quand tu remplis les conditions, tu dois venir servir. Et donc, il était, sans être chef d'État, l'homme le plus prospère économiquement au Bénin. Et celui-là qui refuse tout ça, qui avait la facilité à voyager, à aller partout où il veut, sans que personne ne sache. L'est-il moins? Pardon? L'est-il moins maintenant? Mais vous parliez de l'homme d'affaires prospère au poste du numéro 1 de la République. Oui. Vous voulez dire qu'il est malheureux ou... En temps normal, bien sûr qu'il est moins, dans la mesure où nous avons connu les chefs d'État. Vous le dites peut-être parce qu'on ne nous a peut-être pas, comme les disent certains tests de la République, on ne nous a pas dévoilé peut-être toutes les prérogatives, les primes et avantages du chef de l'État. Sinon, vous le direz peut-être... Il n'est pas le premier chef d'État. Alors, il n'est pas le premier au Bénin. Nous connaissons le chef d'État. Et ne nous focalisons pas seulement sur le chef de l'État, l'exécutif. Bien sûr, voilà, c'est pour général. C'est pour ça que j'ai quitté là pour dire, en temps normal, il a laissé son confort pour ça. Parce que c'est l'exécutif qui n'aime même pas les caméras. Le gouvernement de la rupture n'est pas le plus malheureux depuis 1960. Vous ne direz pas le contraire. Mais je vous dirai le contraire dans la mesure où, quand vous prenez un parcours de quelqu'un qui est directeur technique, quelqu'un qui est directeur d'office sous tutelle, quelqu'un qui est ministre, de ne pas le passer par actuellement, vous comprendrez aisément. Parce que c'est la corruption qui fait que les gens s'enrichissaient. Et aujourd'hui, les dirigeants qui sont au niveau de l'administration, aujourd'hui, à des divers postes de responsabilité, sont comment dire, tenus de rester dans le canevas de ce qui leur revient de droit. Et donc, c'est ce qui fait que si vous comparez aujourd'hui le directeur technique que moi je suis, par rapport au passé, vous comprendrez qu'en réalité, il n'y a pas photo. Oui, mais si vous n'avez pas de caisse noire, ça n'est pas une fin en soi. Non, ce n'est pas une caisse noire, pas du tout. Un directeur technique n'a même pas de caisse noire. Si vous n'avez pas des avantages frauduleux, ça n'est pas une fin en soi, mais vous avez quand même votre fin du mois bien arrondie et peut-être mieux achalandée que par le passé. Mais je vous Alors, dis, c'est ce qui me fait dire que l'exécutif actuel n'est pas le plus malheureux à comparer à ses précédents. Ne confondez pas ça. Au précédent. Ne confondez pas du tout ça. Le salaire d'un agent, ok, par rapport à la motivation qu'il aurait, ok, et par rapport aux à côté que les gens permettaient, ça fait que les gens multipliaient le salaire par 10, par 20. Aujourd'hui, on en aura fini quand on aura dévoilé quelques pans de la présidentielle de 2021. Mais avant, je vous demanderai pourquoi ce n'est que maintenant, seulement maintenant, que le gouvernement, qu'on note au niveau du gouvernement ce regain d'action sociale à quelques mois de 2021. Vous restez dans la lecture de Béninois Landa. C'est pour ça que je vous dis. C'est aussi une lecture. Oui, bien sûr, c'est aussi une lecture. Vous n'avez pas dit. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que ne regardez pas. Vous n'avez pas fait la lecture du Guinéen Landa. ne regardez pas l'apparent. Regardez au-delà de l'apparent. Et c'est pour ça que j'ai parlé par rapport à la santé. Parce que ce peuple avait soif du social. Par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Oui. C'est pas le social. Mais quand vous parlez du social, c'est quoi? Les routes qu'ils ont construites là, est-ce que c'est Patrice Talon seul qui les pratique? L'eau qui est partout là. On a fini avec le délaissage sauvage
où nous avons 60% au moins de d'autonomie énergétique là. Est-ce que ces partis On n'en a pas moins encore ces derniers jours. Oui, je dis 60%, je n'ai pas dit 100%. Je n'ai pas dit 100%. Est-ce que c'est pour Patrice Talon? En réalité, la question que je vous pose, c'est ça. Certains Béninois dans certaines contrées, je suis d'accord que de bougies, ils brûlent chaque nuit. Je suis d'accord que non, tu ne peux pas refuser à quelqu'un qui veut faire peut-être des cérémonies ou bien selon sa religion. Non, pas de cérémonie. En cas de délestage, je vous dis, en cas de délestage. parce que vous l'évoquez. Alors, perspective 2021, Smith Awandinou. 2021. 60, on l'a dit, 41 mai pour le bloc, parti bloc Union progressiste, bloc républicain, 29 mai, seulement 7 pour les FCBE. C'est dire d'office que les plus parrainés seront du côté, ou les mieux parrainés seront du côté de la mouvance présidentielle. Sera-t-elle, la présidentielle de 2021, sera-t-elle inclusive ou exclusive? Vous faites la lecture du pourcentage en ce qui concerne la majorité et de la minorité. Rien qu'en me fiant aux chiffres. Et puis, quelle est la loi qui dit? Sans me conformer, sans oublier que de l'autre côté du Parlement, c'est à 83 monocolores. Quelle est la loi qui dit que pour avoir la signature des parrains, qu'il faut que ces parrains soient du bord politique du candidat, probable candidat aux élections législatives? Est-ce que je vous dis? Quelle met de la République Nous avons 160 parrains. Oui. Le chef de l'État en a besoin que de... Non, je ne parle même plus de cas du chef de l'État. Oui. Mais les autres... Les autres, quand ils ont un programme de société... de parrainage est plus ou moins garanti. Oui. Les autres, selon leur programme de société, si leur programme de société convainc les 144 autres, ils auront facilement la signature. Nous n'en sommes pas là. Pas du tout. Le chef de l'État, lui, n'a Vous imaginez un maire le ministre de la Communication... Vous imaginez le maire de la municipalité de Cotonou parrainé qui faisait le bilan de... un candidat de l'opposition qui faisait le bilan des élections communales et qui disait que, en ce qui concerne le parrainage, le chef de l'État n'a que besoin de 16 parrains. Et les autres restent à la disposition des autres candidats aux élections communales. Et je l'ai dit, demandez au chef de l'État quels sont ses soucis du moment. Il ne vous dira pas que c'est le parrainage. Cela ne fait pas partie de ses soucis. Mais si, je ne l'ai pas interrogé, mais je vous le dis, je suppute. Mais c'est la moindre des choses. Alors, quand tu vas diriger le pays pendant 4 ans... Quand on prend par exemple le cas des candidats indépendants, à forte dominante opposante, vous les voyez facilement parrainés par les maires, par les députés au Parlement? Est-ce qu'on a oseront-ils le faire? Auront-ils le courage? Est-ce que les maires ont fermé leurs portes? Leur permettront. Est-ce que les maires ont fermé leurs portes aux autres candidats? Ils sont des Béninois, non? Ils ont des couleurs. Mais ils sont des Béninois, ils ont des couleurs. Ils ont beau avoir des couleurs. S'ils peuvent convaincre les maires. Ils ont des couleurs. Ils ne sont pas qu'élus. Moi, je vous dis, il y en a qui sont désignés. Il y aura plein de Béninois. Ça vous dit que la liberté est quelque peu... Il y aura plein de Béninois qui vont convaincre les maires et qui auront les signatures. Oui. Des maires. Bien sûr. Des maires et des députés qui auront les signatures. Vous allez voir. Peut-être les rebelles. Peut-être les rebelles. Non, il n'y aura même pas ici de... Les rebelles ou les trop courageux. Smith Awandinou, c'est complètement terminé. Je vous l'ai dit, rassurez-vous, les toutes prochaines semaines, on aura le temps de... Ça sera avec plaisir. Vous retrouver sur cette tribune pour nous permettre de lire autrement l'actualité socio-économique et politique au Bénin. Votre mot de la fin en quelques secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur pour nous de saisir cette opportunité, ces genres d'opportunités, pour parler des enjeux actuels de développement, pour parler des enjeux futurs de développement. C'est normal que le peuple soit beaucoup plus exigeant vis-à-vis de son dirigeant. C'est la moindre des choses. Quand vous avez des dirigeants, il faut quand même être très, très pointilleux, très exigeant pour que la qualité du service soit aussi au rendez-vous. Je suis sur ce plateau en tant que président de l'Union nationale. Ce dont on a à peine eu le temps d'en parler. Exactement. Et l'Union nationale a compris les enjeux et déjà mobilise la jeunesse de tout bord politique, soucieux du développement de notre pays, se dotant d'une boussole bien ficelée, bien déterminée, à accompagner
les actions du gouvernement à soutenir le chef de l'État pour revenir encore pour un second mandat, pour continuer et pour pousser au plus haut le niveau de développement de notre pays. Merci à vous, Smith Arondinou. Merci pour la disponibilité car nous vous avons sollicité aux toutes dernières secondes. Vous avez manifesté votre disponibilité d'être sur ce plateau. Vous l'avez fait. Vous avez dit, vous avez fait. Merci pour le respect de la parole donnée déjà. Il le faut. C'est gage d'une jeunesse engagée, d'une jeunesse militante. Merci et bon dimanche. Merci infiniment. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine.